La communication que je vous propose aujourd'hui est d'une certaine manière une excroissance de mon mémoire de maîtrise déposé il y a déjà 3 ans. Ce mémoire a été le lieu d'une interrogation du statut de l'enfant dans l'œuvre d'Hervé Guibert. J'en parle très brièvement car les conclusions que j'ai tirées dans le cadre de cette recherche constituent le point de départ de cette nouvelle investigation de l'œuvre. Il était question pour moi dans le mémoire d'analyser la manière dont les manifestations de l'enfant éclairent le rapport du sujet de l'écriture à la scène de son désir. Les enfants qui peuplent les ouvrages de Guibert appartiennent à plusieurs registres. L'enfant que Guibert a été, qu'il fait revivre par le récit de ses souvenirs, l'enfant tel qu'il apparaît dans les récits de rêves et fantasmes de l'auteur, l'enfant réel auquel il est confronté par moments et dont les rencontres font l'objet de notes dans les journaux intimes, la photo d'enfant, l'enfant personnage, notamment l'enfant animalisé dont je vais parler tout à l'heure. La manière dont cette figure de l'enfance se déploie dans son œuvre convoque les multiples versants de l'expression « désir d'enfant ». La psychanalyse l'a quelquefois souligné, et là je pense entre autres à certains textes de Gérard Pommier, l'équivoque provoqué par le génitif, le D apostrophe dans l'expression désir d'enfant, traduit bien la proximité des différents versants de ce désir qui ne sont pas antinomiques sur le plan psychique, bien qu'ils le soient sur le plan social. Le désir d'enfant, c'est d'abord le désir que ressent l'enfant, son désir. C'est aussi le désir du sujet d'avoir un enfant, d'enfanter. Mais c'est également, et c'est là plus pointu, le désir érotique qui peut être ressenti à son endroit, un désir d'enfant. Ainsi, la psychanalyse nous invite à remarquer que lorsqu'il est question de l'enfant dans l'énonciation du désir, le sujet et l'objet du désir, donc, n'occupent pas des sphères absolument étanches. Je pense aussi au texte de Freud, On bat un enfant, traduit aussi Un enfant est battu, qui dès son titre propose la même équivoque, texte où Freud se penche sur les fantasmes infantiles de fustigation pour penser le masochisme, en relevant ces 3 temps, conscient et inconscient, dans lesquels le statut de l'enfant battu se déplace d'objet à objet, objet à sujet. Bref, la fiction guibertienne assume de façon, disons, radicale tous les versants de ce désir d'enfant. C'est un véritable leitmotiv dont j'ai tenté de cerner les complexes ramifications textuelles dans le cadre de mon mémoire. C'est ce désir, là où il s'articule à un imaginaire de la prédation que je vais essayer qui va m'intéresser aujourd'hui et dont je vais essayer de rendre compte. Parmi les textes étudiés dans mon mémoire, il y avait « Vous m'avez fait former des fantômes », texte paru en 1987 chez Gallimard alors que Guibert avait 32 ans, soit 4 ans avant sa mort prématurée engendrée par le sida. C'est ce roman que j'ai choisi de revisiter pour le colloque. C'est un texte terrible, magnifique et insoutenable pour reprendre les mots de Marie Dariussec. Un texte bien difficile à digérer à l'instar de l'œuvre de Sade dont le titre du roman provient, ou bien celle de Pierre Guyota, dont Guibert dit s'être directement inspiré. En fait, il dit en entrevue avoir écrit « Vous m'avez fait former des fantômes » en pensant au choc exercé sur lui à l'adolescence par la lecture de Éden, Éden, Éden et Tombeau pour 500 000 soldats. Ce texte est dur, certes, mais c'est aussi le texte qui, de toute sa bibliographie, c'est ce que moi je soutiens, est le plus à même de nous informer sur son rapport au désir. Je résume le roman très brièvement. Il est divisé en 3 parties. Dans une première partie, on suit le quotidien d'étranges brigands nommés Percy, Plume, Loup, Lune, Bébé, Pirate, qui volent des enfants à la pouponnière, les enferment dans des sacs de jute au fond de caves sombres où ils sont gardés captifs, entraînés, battus, violés, en vue de combats clandestins très populaires qui attirent une foule de gens prêts à payer pour assister au spectacle. La seconde partie a quelque chose d'un roman d'aventure. On suit Mickey, un jeune homme de 20 ans qui quitte la maison familiale, porté par son désir, son obsession de devenir infantéro, c'est-à-dire torero d'enfant. Sur sa route, il rencontre un gitan, assiste aux funérailles d'un célèbre infantéro, trouve un mentor, s'entraîne au combat avec une épée de carton sur des animaux et des enfants de chiffon, et il combat finalement dans l'arène au cours d'une ultime corrida. Finalement, la troisième partie, qui fait seulement quelques pages, constitue une sorte de condamnation morale où l'on comprend que le narrateur du texte est un enquêteur qui veut démanteler le réseau des brigands et stopper la violence.
Voilà pour le résumé. La corrida apparaît comme un terrain privilégié pour imaginer et mettre en récit l'ambivalence particulière du rapport de Guibert à l'enfant que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans la corrida, la proie est mise en valeur, mais elle est également l'objet d'une violence certaine. La bête est dressée, humanisée et finalement mise à mort. La corrida a quelque chose de la chasse, de la danse, du théâtre. Le torero cherche à faire émerger la beauté dans le mouvement de la charge qu'il provoque chez la bête. Si la cruauté est ce qu'on retient généralement de la corrida, on conçoit bien que cette pratique est réglée par des enjeux esthétiques déterminants. Enjeux qui intéressent Guibert et que l'on peut déceler à condition de ne pas se laisser aveugler par la violence sexuelle du texte. J'ai relevé 3 prismes à partir desquels penser la manière dont Guibert met en fiction la corrida et l'articule à sa figure de l'enfance, soit l'animalisation des enfants, l'enjeu du regard entre l'enfant et le sujet, et surtout le désir que s'effondre la frontière qui sépare l'homme de l'enfant. Avant de tirer mes conclusions, je vais suivre ces 3 motifs au plus près du texte en vous présentant plusieurs citations. Ces 3 motifs, on les voit déjà opérer dès l'incipit. Il est plutôt long, mais je vais vous le citer en entier. Ça va vous donner une idée de la couleur de ce texte. Ce sont les ravisseurs qui fournissent les enfants pour les combats et les corridas. Ils prenaient leur proie bouillante et inconsciente. Ils les chargeaient sur leur dos. Ils pénétraient dans les crèches et les infirmeries. Ils se masquaient, leurs mains étaient les plus grandes mains d'hommes de la terre entière. Ils se donnaient des surnoms, Pirate, Bébé, Percy, Lune. Ils ne savaient pas les écrire. L'un d'eux, le plus puissant, Bébé, n'avait jamais eu un poil. Pirate avait conservé une spécialité cruelle qui faisait sa fierté. Il attrapait les mioches au lacet, comme il l'avait fait dans la forêt pour les belettes. Il les ramenait par un pied tout gigotant. Il ne les touchait jamais ailleurs. Il disait que cette chair le dégoûtait. Les enfants valaient de l'or. Après les avoir pesés, il les revendait au grand boss qu'on appelait hombre. Il les gardait 1 an et plus pour les muscler à point, pour en faire de fameux carnassiers. Ça continue. Ils avaient adopté ce système de nutrition observé au zoo qui consistait à une heure dite à ouvrir les sacs les uns après les autres, au plus vite, pour qu'aucun ne puisse s'échapper ou assaillir son père. C'est ainsi que chaque enfant considérait son ravisseur, en y jetant une tranche de barbac et des déchets de salade comme on donne aux tortues. Les enfants adoraient. On prenait soin de ne jamais les débander. Un enfant ébloui était perdu pour le combat. Il n'était pas non plus question de les énucléer. Un enfant aveugle devenait amorphe en compétition. Les tendons de ses jambes, ses yeux, leur virginité exercée et leur réactivité au viol de la lumière étaient ses principaux atouts pour marcher au carnage et pour se distinguer. Aucun combat n'avait lieu la nuit. Il aurait fallu de trop puissants projecteurs pour rivaliser avec le soleil. Mais ce n'était que sous la lune qu'ils pouvaient s'entraîner. Les hommes innommables chargeaient leur barda sur leur dos. Chacun avait le sien, enroulé par une corde qui n'aurait pu s'échapper. On le voit un peu dans cet extrait, le regard des enfants est l'élément clé des combats. Ça doit être un regard vierge qui n'a jamais ou à peine connu la lumière. Les enfants sont attrapés au lacet, ils sont nourris comme des bêtes de zoo, des carnassiers, comparés à des belettes et des tortues. Ils sont déshumanisés, projetés hors symbolique, réduits à leur chair, considérés comme des objets, une marchandise monnayée. Les ravisseurs, quant à eux, ont des noms, mais comme des enfants, ils ne seraient pas en mesure de les épeler eux-mêmes. Ils sont innommables. Le plus fort, d'ailleurs, a quelque chose d'un enfant. Il n'a jamais eu un poil et il s'appelle Bébé. Les enfants sont animalisés et les ravisseurs aussi. En plus de ceux déjà nommés, 3 d'entre eux portent des noms d'animaux, Plume, Tigre et Loup. Je veux pointer en fait que malgré l'ascendant des brigands sur leur proie, il y a quelque chose d'une symétrie dans la manière dont ils sont désignés par le texte. Tout le travail des brigands et des infanteros dans le roman consiste à faire de l'enfant une bête. Dès la capture, les enfants sont nommés d'un chiffre marqué au fer rouge sur leur front. L'enfant fera corps avec ce chiffre, il deviendra son nom, peut-on lire. Les enfants sont hors langage, ils restent des infants par la force. Je réfère à l'étymologie du mot enfant du latin, celui qui ne parle pas, à l'instar de l'animal. On leur enlève carrément la possibilité de parler de manière chirurgicale au ciseau. À propos de l'un d'eux, on lit, c'est ici, pardon. On lui emplit la bouche de cubes de glace et on couture ses lèvres avec du sparadrap. On le couche pour une unique nuit sur une litière de plumes où les brigands, l'un après l'autre, viennent baiser son front.
Dès le lendemain, il ne parle plus, il ne saigne plus, il grogne un peu. Ainsi, animalisés, les enfants sont à la fois domptés, dressés, soumis, mais ils gagnent en puissance, ce qui menace les infantéraux d'être à leur tour des victimes, menace qui coïncide exactement avec leur désir. Je cite encore une fois le texte, c'est Mickey, l'apprenti infantéro, qui parle. J'aime voir l'enfant prendre un chien par la queue pour en frapper un autre alors que le public se voile en hurlant. J'aime les fantômes que je suis seul à distinguer, silhouettes effacées de toute densité qui devisent calmement parmi nous au plus sanglant du combat. J'aurai des manches bouffantes et une résille noire sur mon chignon pour mieux épater l'enfant. Je gainerai mes muscles dans du bariolé. Je porterai à mes ceintures des fioles incassables pour recueillir le souffle de l'enfant quand il expire. Je danserai devant lui comme une putain fardée au derrière moulé, jusqu'à ce que sa rage me renverse et que son crâne furieux s'acharne comme une catapulte dans mes entrailles, les dilacère et les arrache, ne veuille plus jamais en défaire ses griffes ni ses dents. Dans la même veine, on peut lire aussi Mickey à propos d'un des enfants. Il dit « Je voudrais qu'il soit plus fort que moi, qu'un battement de cils m'agenouille. Je ne suis plus qu'un tatouage fumant sur son corps agité. » Ceci mène donc à parler de l'effort textuel constant de renverser la relation de pouvoir entre l'homme et l'enfant. Renversement qui opère sous le signe de l'amour. Guibert n'est pas le premier à imaginer un rapport entre chasseur et chassé qui se déploie sous le signe de la séduction. On en a parlé déjà aujourd'hui. Le narrateur laisse donc entendre que les enfants sont à leur tour éblouis par leur bourreau. Alors que Mickey est applaudi dans l'arène par les spectateurs, l'enfant qu'il combat est envoûté. On lit « L'enfant, drogué par le magnétisme qui nimbe, selon de mystérieuses chartes, l'invention d'une vedette, se rua vers l'épée, baissant sa nuque pour offrir à Mickey l'exacte et unique déclination entre ses vertèbres cervicales qui orchestrerait une mort propre, spectaculaire et apparemment inédite. » Cela dit, la mise à mort n'a jamais lieu. Systématiquement, soit l'enfant est déjà mort quand l'infantéro s'en approche, soit il disparaît quand il s'en empare, soit leur corps s'inverse. Dans cette valse, l'homme ne réussit jamais à dominer l'enfant et vice-versa. Guibert imagine toutes sortes de situations où la frontière entre l'homme et l'enfant est abolie. Les réduire tous les deux au même statut d'animal en est une, mais ça se manifeste de manière encore plus explicite. On lit il y a des moments où Pirate a l'impression que l'enfant fond entre ses bras, qu'il inverse sa masse pour l'alléger et le porter lui-même. Ce même brigand, Pirate, tombe amoureux d'un des enfants capturés, le numéro 5, et rêve de s'enfuir avec lui. C'est la prochaine citation. En un éclair, il eut la certitude qu'il était un dieu qui, dans le lit d'un volcan, outrageait son fils pour refaire le monde à l'image de leur inceste. Un monde d'hommes et de garçons qui ne serait jamais plus occupé que par la sodomie et la fellation. Mais à ce moment, l'enfant roula sous lui comme un monticule de billes qui s'effondre. Le corps sous lui avait disparu dans une fissure et lui s'évanouit dans son désespoir. Cette logique trouve son apogée dans le combat final alors que Mickey est devenu officiellement infantéro. Plus il approche le garçon dans l'arène, plus Mickey rétrécit. Sa pomme d'Adam coule au fond de sa gorge, ses poils disparaissent et ses muscles fondent. À l'inverse, l'enfant grandit, se développe, je cite, puisant au fur et à mesure les forces dont l'autre devenait exsangue. On ne distinguait plus, à cause de l'habit de lumière dans lequel flottait le garçonnet et la demi-nudité du géant, lequel était le maître du combat, lequel la victime. Finalement, une pluie torrentielle vient miner la fin du combat et les deux adversaires s'engouffrent dans la boue. La rencontre espérée avec l'enfant est invariablement avortée, à l'image de cet enfant qui fond comme un monticule de billes sous les pieds de Pirate. Cette relation d'amour et de haine envers ce qui menace le sujet, c'est bien un des motifs de l'écriture guibertienne qui a le plus intéressé la critique. Lui qui a fait du sida qu'il détruisait un objet d'amour au sein de ses fictions. Le désir de ne faire qu'un avec l'enfant, je le lis donc en rapport avec l'anticipation guibertienne de la mort, qui trouve son point d'apogée au moment où l'auteur est atteint du sida. Avec le sida tel qu'on le vivait à l'époque, Guibert se trouve à avoir l'enfance qui fuit sur le plan symbolique. Cette maladie s'attaque aux signifiants de l'enfantement et de l'hérédité, le sang et le sperme. Elle provoque des maladies d'enfants en réduisant le système immunitaire,
Elle empêche d'enfanter et elle fait perdre au sujet sa propre enfance en le faisant vieillir d'un coup. Ainsi, plus cette mort anticipée s'impose à Guibert, plus l'enfance apparaît de manière affolante dans son œuvre, comme si elle constituait un contrepoison pour le sujet. Puisque nous n'avons pas le sida, pourquoi ne pas nous offrir un enfant? Dit carrément, c'est pas ici, dit carrément à sa compagne, le narrateur du Paradis, un roman posthume de Guibert. Pour le dire de façon schématique, l'enfance échappe au sujet et l'écriture apparaît comme une façon de s'en approcher et de montrer l'ambivalence. En 1989, Guibert est atteint d'un cytomégalovirus qui touche l'un de ses yeux. C'est un second virus qui s'ajoute au premier, le VIH. Il séjourne 2 semaines à l'hôpital dans lesquelles il écrit son journal d'hospitalisation, Cytomégalovirus, publié de manière posthume. Je me permets d'en parler non pas parce que c'est une tranche de sa biographie, mais bien parce que ça constitue un motif d'écriture. Dans son journal, on peut lire quelques passages que j'ai relevés. Vision de l'œil droit bousillé, difficile de lire, écouter de la musique, pas encore sourd. Quand je ferme mon œil gauche pour regarder avec l'œil droit, l'objet visé s'efface lentement à partir du bas jusqu'à devenir invisible, inexistant. Œil droit, je vois passer 3 papillons noirs dans la source de lumière. Ou simplement, il y a un œil en jeu. Guibert se rend bien compte que son obsession pour le regard précède son hospitalisation. Il écrit dans ce même journal « Cette obsession pour les yeux comme une prémonition à l'envers depuis l'enfance, et puis le roman écrit en 83 et 84 des aveugles. » Le danger que présentent les enfants dont vous m'avez fait former des fantômes, c'est là que je veux venir, en fait, concerne intimement le regard. L'avertissement que prodigue Bobo, le gitan, à Mickey, l'apprenti infantéro, semble mettre en fiction les espoirs et les peurs présentes dans l'imaginaire populaire du sida des années 80, soit l'incertitude du moyen de transmission, le sang, la salive, et l'espoir de la découverte d'un remède. Le sida comme une bête monstrueuse qui prend les contours de l'enfant. Je cite « Méfie-toi des enfants, ajouta Bobo, je les connais bien. Leur crash, c'est connu. Contient un venin mortel s'il atteint ta bouche. Mais il y a pire, tu sais, c'est cela qui a tué le plus grand nombre d'infantéros. C'est leur regard. S'il te touche au moment où tu mettras à mort l'enfant, tu es fait toi aussi. Il y a dans ce regard une mélancolie qui rend fou. C'est là qu'est le vrai poison. Il réside bien sûr dans ces glandes qui tapissent leur bouche et qu'on peut aussi extraire de leurs aisselles. Mais des chimistes sont sur le point de trouver la formule d'un décapant qui parviendra à anéantir la lèpre au moment où, par le relais de la salive, elle se mêle à ton sang. Et la vraie peste, je te jure, c'est le regard. Ne regarde jamais un enfant quand il meurt. J'essaie par là de mettre en lumière comment la perte engendrée par le sida, celle de l'enfant en soi, perte dont on ne peut pas faire le deuil parce qu'elle n'est jamais achevée, perte qui menace de provoquer une mélancolie qui rend fou, pour citer le texte. J'essaie de montrer comment cette perte devient dans le roman le costume que revêt la menace en elle-même. C'est l'enfant qui est menaçant. L'ambivalence qui caractérise la relation du torero au taureau, la menace que l'un représente pour l'autre et vice-versa, apparaît comme un moyen privilégié de figurer le rapport de Guibert à l'enfant et à la maladie. Le statut bien particulier de l'enfant dans ce paradigme, c'est un peu celui d'une éclipse, à la fois ombre et lumière. Je cite le texte. « L'enfant se redresse transparent, prêt à exploser de lumière dans l'obscurci qui s'est abattu sur la reine. C'est une éclipse. Il n'a plus à avoir peur de la lumière, puisqu'il est lui-même la lumière, le fils chéri du soleil. » Ainsi, le regard et le sang sont 2 éléments nœuds qui relient la maladie et la corrida, auxquels s'ajoute l'enfant, véritable bête lumineuse, pour emprunter le titre de l'œuvre de Perrault. Pour citer le texte une dernière fois, toujours au cours de cette ultime corrida, on lit « L'enfant aperçoit qu'il perd petit à petit sa lumière comme une hémorragie d'or qu'il laisse en poudre derrière lui dans ses empreintes. L'enfant saigné est ébloui une seconde fois. » Je rappelle toujours pour insister sur la distinction sans cesse abolie entre l'homme et l'enfant qu'un des brigands se nomme Lune, la Lune étant une forme qui se donne à voir parce qu'elle reflète la lumière étant ici l'enfant. Dans un cahier de la revue Critique consacré à l'éthique et l'esthétique de la corrida en 2007, on souligne à quel point les discours sur cette pratique constituent généralement une condamnation morale.
Dans une même optique, Vous m'avez fait former des fantômes a été considérablement contourné par la critique guibertienne, qui est pourtant très, très volumineuse. On parle d'une parenthèse dans l'économie générale de son œuvre. On l'évacue des corpus car on dit que ce projet échappe à son habituelle écriture du moi, qui caractérise son œuvre autofictionnelle. J'ai voulu, pour ma part, prendre le taureau par les cornes et montrer qu'en étant attentif à la circulation des signifiants de l'œuvre, on pouvait dégager un savoir sur le rapport de Guibert à la maladie, à la mort et au désir. En guise de conclusion, j'aimerais donc mentionner une anecdote. On suit dans le Mausolée des Amants, son journal intime, les réflexions de Guibert sur Vous m'avez fait former des fantômes durant son écriture et après sa publication. Le roman n'obtient ni un succès critique ni un succès populaire pour les raisons que l'on devine, sa violence et ses scènes à caractère pédophile. L'attitude d'autrui à l'égard de ce livre, Guibert l'anticipe, la déplore, puis finalement l'accepte. Il écrit « Que mon livre, Les fantômes, soit si peu accepté me le fait aimer pour de bon, comme un enfant monstrueux sur lequel les yeux des gens ne veulent pas s'arrêter. L'objet livre, comme l'enfant du texte, enfant bête, enfant virus, ne peut être regardé en face. » Merci.